Un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse une autre, de crise en crise, toujours ramené dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, la revue libre de juillet, partie 3. Eh bien, merci pour cette introduction, Noah, et ce bon travail. Bonjour Flavie, comment vas-tu? Bonjour David, comment vas-tu? Incroyablement, l'Afrique du Sud est très chaleureuse et chaude. Oui, tu as chaud? Ben, j'ai chaud, mais j'ai quand même mis le kéfir pro barbier. C'est pas un kéfir, c'est kéfier, je crois. C'est un Kéfir, c'est une kéfar, boisson lactée. un kéfier de Koufar. Je suis très heureux de soutenir toutes les causes du monde, surtout les causes rouges, les causes communistes. On va avoir une conversation un peu particulière aujourd'hui, puisque l'actualité américaine s'empresse de nous surprendre. Je ne sais pas si toi-même tu as été surpris par les événements. On s'intéresse de plus en plus à ce qui se passe depuis ce dimanche, qui nous paraît déjà loin d'ailleurs. Je ne sais pas si tu te fais la même réflexion sur la vitesse de l'actualité et à quel point ça nous on se fait engouffrer par elle dans un présent perpétuel. Donc on va parler un petit peu de la composition idéologique du Parti républicain. Et dans ce parti qui historiquement était quand même libre-échangiste, néoclassique, type Hayek, il y a un lignage. D'ailleurs, nous partagerons ton article sur le néolibéralisme, dans un lignage plus classique, en néoclassique. Néoclassique, est-ce que tu peux préciser? Parce que comme ça, là, je ne vois pas néoclassique, ce que ça signifie là sur ce sujet. Néoclassique, c'est un retour à Adam Smith et une vision extrêmement froide de l'État. Enfin, un retour, on n'a jamais vraiment quitté Adam Smith depuis qu'il existe. Enfin, depuis qu'il. C'est un débat trop long qui va nous éloigner un petit peu trop de notre sujet. Je dirais que c'est pour moi plutôt disons que les théories libérales portées à leur extrême qui font qu'elles-mêmes elles se retournent même contre le libéralisme, contre ce qui avait tout à fait positif dans le libéralisme. On va essayer de laisser à nos lecteurs la surprise de la lecture de ton article, parce qu'on ne va pas shooter sur tous les sujets, sinon on ne va pas s'en tirer. Et en fait, on a pu entendre cette semaine Oren Cass, qui est le doctrinaire économique du Parti républicain. En tout cas, il doit y avoir des bisbilles, ça serait très intéressant d'analyser exactement les différents sillages idéologiques qui traversent le courant républicain. En tout cas, on a Oren Cass et J.D. Vance qui viennent quand même incarner un véritable 180 dans l'appréciation idéologique du parti. Et c'est de ça qu'on va traiter. Et, pour nos auditeurs, peut-être tu pourrais commencer par nous tracer un petit peu le parcours de ces deux personnages. Alors, Oren Cass, c'est un intellectuel qui a... Alors, je ne sais pas à quel point il l'a fondé, mais en tout cas, il travaille pour un think tank conservateur qui s'appelle American Compass, qui est un peu la boussole américaine, ça veut dire en français. Et il est chief economist dans ce think tank. Et il est connu pour avoir publié en 2018 un ouvrage qui a beaucoup fait parler dans la presse mainstream américaine et ailleurs bien sûr, mais aussi il a eu plusieurs articles de presse consacrés à cet ouvrage qui s'appelle The Once and Future Worker. Ça veut dire le travailleur d'avant et, comment on peut faire une meilleure traduction que ça, mais de celui qui a été et celui qui peut advenir travailleur. Donc c'est une réévaluation de la société américaine dans son ensemble et de l'économie américaine, mais aussi plus générale, mondiale, mondiale, occidentale, on va en rester là-dessus, et qui combat principalement la culture de la consommation, et donc de la protection du consommateur, qui est cette culture économique dans laquelle nous vivons depuis des décennies, et qui s'axe davantage sur la production, et à la possibilité de soutenir, d'être assez fort pour soutenir des familles et des communautés. Alors là, on va développer ça un peu ultérieurement sur ce que devient cette nouvelle droite américaine. Qu'est-ce que ça veut dire, cette notion de famille et de communauté qui quand même prend racine sur je dirais, le christianisme et la doctrine sociale de l'Église.
Mais bon, ça, c'est pas quelque chose dont il parle tout le temps, mais il y a quand même une racine chrétienne indéniable. Alors, lui, il parle aussi du principe que le free market, c'est vraiment quelque chose, donc le marché libre, le libre-échange, c'est quelque chose de très simpliste, qu'il serait temps de pouvoir discuter, débattre sur ce sujet, puisque c'est un sujet depuis des décennies de la même façon, sur lequel on ne peut pas débattre, sinon on est totalement ringard. Et aussi sur la protection tarifaire, enfin sur les importations, c'est aussi un sujet qu'il souhaite mettre sur la table, et un discours plus équilibré sur les questions économiques. Il n'est pas du tout à dire que ce ne sont que des conneries, comme disent beaucoup de gens comme les droitards, ce qu'on appelait les droitards, à dire qu'il n'y a pas la question écologique est totalement n'a aucun intérêt. Il ne le dit pas. Par contre, il s'agit d'être plus équilibré. Selon lui, moi j'imagine qu'il détaille ça un petit peu mieux, et plus équilibré, moins politisé de la façon dont est aujourd'hui politisée l'écologie. Bon, voilà pour Oren Cass, rapidement. Et Oren Cass, c'est un peu donc l'intellectuel organique de cette nouvelle droite, qui est aujourd'hui incarnée par ce J.D. Vance, qui est un personnage très intéressant, qui vient d'être nommé vice-président par Donald Trump, qu'il a nommé juste le lendemain de l'attaque qui a été menée à son compte, le 15 juillet. Et c'est un personnage intéressant. J'ai pas mal de choses à dire sur lui, mais peut-être je peux te donner un peu la parole pour pas faire des tunnels. Qu'est-ce que tu veux dire, là, tu développes, c'est intéressant d'avoir le tracé des deux parcours, donc je te laisse la parole très volontiers. Parle peut-être un tout petit peu plus fort et un petit peu plus près du micro, mais sinon c'est formidable, très intéressant. Alors, J.D. Vance, c'est un homme très jeune, enfin, d'ailleurs comme Oren Cass, ils ont tous les deux entre 39 et 40 ans. Et donc, pour le coup, alors J.D. Vance, c'est un homme qui vient de ce qu'on appelle le white trash, un peu, donc vraiment d'un milieu blanc, un peu redneck américain, très pauvre. Et il s'est converti récemment au catholicisme. Donc, je sais pas, d'ailleurs, David, je crois qu'on en a parlé récemment, mais est-ce qu'il était d'une famille évangélique ou pas? Absolument, il est né dans une famille évangélique, divorcé, et il s'est converti en 2019 au catholicisme. Petite précision, Oren Cass a 41 ans vu qu'il est né en 83, et J.D. Vance a 39 ans qu'il est né en 84. Ouais, enfin, ils sont quasiment jumeaux. Là, la régie nous dit qu'il est candidat à la vice-présidence, donc je ne voudrais pas dire d'erreur, mais il n'est pas nommé le vice-président C'est le choix de Donald Trump. Il a tout à fait la régie, merci à la régie de préciser, car contrairement à ce que certains de nos auditeurs peuvent espérer, Donald Trump n'est pas encore élu. Oui, d'accord, mais enfin, quand un candidat américain... c'est le vice-président. Il a toujours son vice-président avec lui. C'est le Donald Trump. Voilà. Donc, oui, donc aujourd'hui, il est candidat comme les Trump. Mais en tout cas, c'est le vice-président nommé de... Voilà, continuons. Pour être précis. Donc, oui, il vient d'une famille très, très modeste. Il a pris le nom de sa mère et de... son père s'appelait Donald, donc pour le J, il s'appelle... le J, je ne sais plus ce que c'est, mais c'était Donald, et il l'a changé pour David. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a pris... James David Vance. Voilà. Il a pris les noms de famille et prénoms liés à la famille de sa mère, donc visiblement le père n'est pas quelqu'un en odeur de sainteté. Et il est marié avec une femme d'origine indienne, ça pour voir qu'il y a aussi une attirance pour la diversité du côté républicain. Il a débuté sa carrière dans les marines, et je crois qu'il a été donc sénateur de l'Ohio. Donc, j'ai pas le détail de sa carrière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la face d'où il vient, c'est-à-dire et surtout le fait qu'il ait déjà écrit ses mémoires qui s'appellent Hillbilly Elegy. Ça veut dire une sorte de ode américaine. Ça renvoie un peu au titre de Philip Roth. C'était Symphonie américaine, je crois. Enfin, voilà, c'est un peu une histoire américaine dans ce qu'elle a de plus pauvre et de plus dans les difficultés de l'Amérique d'aujourd'hui, de tous ses électeurs qui ramènent la plupart de ces... Enfin, je m'exprime très mal, là, je suis désolée, mais bon, qui est un petit peu l'origine de tous les électeurs de Trump aujourd'hui. Au départ, il était très opposé à Donald Trump, en fait, et il dit, alors c'est ce qu'il dit, avoir été manipulé par les médias et s'être rendu compte que la personnalité de Donald Trump était plus
plus complexe que ce qu'ils ne pensaient et certainement pas aussi diabolique que veulent le décrire les médias qui sont de façon, je dirais généralement affiliés au Parti démocrate. Il a un positionnement politique dit conservateur, mais beaucoup moins libéral donc sur l'économie, ça on va y revenir avec David. Il est sur l'immigration évidemment, il est contre l'immigration, il parle même de grands remplacements, c'est le mot qu'il utilise. Et sur l'Ukraine évidemment, il considère que ils n'ont pas à s'engager sur des guerres qui ne sont pas liées aux intérêts américains. Il est beaucoup plus pour un engagement en Asie, par exemple autour de Taïwan et autour de cette région-là, que sur l'Ukraine, sur lequel il considère que les intérêts américains ne sont plus liés, ce qui est une position très très différente de ce qu'a été la position américaine par rapport à l'Europe de l'Est et l'URSS puis la Russie depuis la dernière guerre, où il était théorisé par le fameux Brzezinski que l'Ukraine était un enjeu politique absolument clé, autant pour les États-Unis que la Russie, puisque sans l'Ukraine, la Russie était affaiblie en tant qu'empire, et que l'Ukraine était un réservoir de richesses naturelles et agricoles, enfin, dont agricoles, sur lequel les États-Unis pouvaient lorgner, mais aussi géopolitiquement, l'Ukraine est un lieu stratégique géopolitiquement en Europe et vers l'Asie. Voilà, j'ai pas mal de choses à dire, mais j'ai un peu envie de te laisser la parole parce que j'ai aussi envie de réagir à ce que tu peux éventuellement dire. Eh bien, on a ouvert beaucoup de boîtes, c'est effectivement voilà. très intéressant. Le personnage semble assez éclectique, assez complexe. On voit le fait qu'il soit religieux comme un acquis. Je crois que l'état de religiosité américaine font que les évangélistes seront déjà contents d'avoir un chrétien, même s'il est catholique. Il est annoté d'ailleurs, comme le fait remarquer intelligemment la régie, qui est très loquace aujourd'hui. C'est pas anodin. Je crois me souvenir que le dernier catholique majeur était Kennedy, en tout cas, c'est ce qu'avait fait émoi. Et Biden est catholique, finalement, irlandais catholique, donc on a une filiation assez semblable. Autre point intéressant, on voit quand même que les mœurs ont énormément changé. On est loin du protestantisme rigide de l'époque. Madame Vance est indienne hindoue pratiquante. Et ils ont un mariage interreligieux, où le parti du mari a prononcé des passages de la Bible, et le parti de la femme a apporté un Hindu blessing, donc des paroles religieuses hindoues. Donc on voit quand même que les mœurs se changent. On est dans la société diversitaire de fait, avec les partis qui sont censés être les plus réactionnaires, qui en réalité vivent cette diversité, peut-être parfois plus que ceux qui s'en réclament constamment. C'est quand même à noter, on voit que le monde change de façon assez radicale. Et c'est un personnage quand même très intéressant, je pense, personnellement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Flavie, mais c'est stimulant d'avoir un personnage. On a beaucoup de choses à dire sur ce personnage, parce que c'est vrai qu'il est très intéressant. Je tenais à ajouter que, justement, je parlais de ses mémoires qui s'appellent donc Hillbilly Elegy, qui ont été adaptés par Netflix. Alors, je pense que ça a été adapté avant qu'il se rallie à Trump, sinon je ne suis pas sûre que Netflix se serait consacré à ce sujet-là. Mais je vous invite à aller voir. Nous ne l'avons pas vu encore, donc je ne peux pas en commenter la qualité. Mais voilà, c'est accessible sur Netflix et c'est avec Glenn Close et Amy Adams, je crois, donc il y a quand même 2 stars. Et c'est tout simplement sur l'enfance de J.D. Vance et sur ce que c'est faire partie de cette Amérique blanche et pauvre aujourd'hui, dans les années 2000. Ce qui est intéressant, c'est que le Hollywood très démocrate s'est fait beaucoup d'argent sur la figure de quelqu'un qui part vraiment du lumpen, et on sait à quel point le lumpen américain est bien plus pauvre et dans une situation beaucoup plus noire que le lumpen européen. Les gens qui vivent dans les trailer parks américains où circulent plus de fentanyl et de drogue en tout genre que
que quoi que ce soit d'autre, que des passants. Il faut admettre, il faut reconnaître au personnage une véritable résilience. Sortir de là et savoir lire et écrire est un exploit. Je ne plaisante presque pas. Sortir de là et savoir lire et écrire est un exploit. Donc, c'est un beau symbole, je trouve, personnellement, même si je préférais qu'il soit de gauche, évidemment. Je trouve plutôt admirable qu'un personnage de ce type ait été capable de s'hisser dans des hauteurs, et surtout, de ne pas être juste un arriviste, d'avoir un bagage intellectuel. Parce que c'est un idéologue, dans le bon sens du terme, vu qu'un parti politique a besoin d'idéologie, et un idéologue qui se prend dans la gueule tout l'impérialisme américain et toute la doctrine américaine libre-échangiste. Alors justement, il s'inspire, alors je ne sais pas à quel point, en tout cas, nous, on trouve qu'il y a une grande convergence avec les idées d'Orencas, donc j'imagine qu'ils se connaissent. Hein. Peut-être que c'est quelque chose qu'on devrait vérifier. Mais Orencas, c'est vraiment le volet économique et plus généraliste, Monsieur Vance. Mais donc, sur la ligne d'Orencas, il est pour, remettre en question le libre-échange. Il est aussi donc sur des politiques antitrust et anti-rente. Il est très critique de la tech. Alors ça, c'est peut-être quelque chose que tu peux commenter, tu connais mieux que moi, de la tech et des GAFA, partant du principe que très peu de personnes en bénéficient. C'est pas ça qui crée beaucoup de valeur ajoutée. Que toute cette économie de la tech, des GAFA et surtout de la financiarisation et de la spéculation est pour lui une économie malsaine. Ouais, c'est très intéressant et c'est dans le lignage, je trouve d'ailleurs le timing assez étonnant, c'est dans le lignage du dernier ouvrage de Todd que je les soupçonne d'avoir quand même lu. Todd, pour le tisser assez rapidement, explique assez simplement que pour lui, l'économie américaine, malgré qu'elle pèse, je crois, près de 30 000 milliards de dollars, ne vaut pas plus que l'économie française. Ce qui est quand même une gageure, vu que je crois me souvenir, mais vous vérifiez que tu me confirmeras, que le PIB français est autour des 4 000 milliards. Donc on est quand même dans un rapport quasi de 1 à 10. 1 à 8, enfin un peu moins. Non, ça c'est la dette, 4 000 milliards. Non, le PIB français. On compare le PIB français et américain, on est sur des rapports gigantissimes de différence. Donc oui, le PIB français est à 3 000 milliards et celui des États-Unis à 30, je l'ai dans vos yeux. Oui, non, mais il n'y a pas de problème, mais c'est comme la dette est à 110% du PIB, bah voilà, on est à peu près sur les mêmes chiffres. Je n'ai pas ta capacité de calcul, j'ai besoin de vérifier. Là où le PIB américain est à 25 000 milliards, donc on est vraiment dans un rapport de 1 à 10. Et il explique, en fait, dans la TED, d'expliquer assez simplement que avoir 20% de ton PIB dans des juristes qui régit des bisbilles absolument futiles, avoir 200 milliards pour ton système carcéral et avoir une masse incroyable de métiers comme ça qui ne servent à peu près à rien, n'était pas un signe de vitalité économique. D'ailleurs, là où M. Todd retombe sur ses fondamentaux, c'est-à-dire le nombre d'enfants morts en bas âge et le temps de vie des gens de manière générale, des indicateurs extrêmement simples, on voit que malgré le coût assez important des institutions américaines, elles ne produisent pas un bien-être important, elles sont relativement déficientes. Et dans la lignée de cette réflexion-là, Monsieur Cass explique que la tech, donc la Silicon Valley, qui attire les plus grands cerveaux, d'ailleurs ça résonne avec un mathématicien relativement connu dont le nom m'échappe, qui disait « Mais croyez-vous intelligent et pensez-vous qu'une civilisation va dans une direction intéressante quand ses meilleurs mathématiciens vont dans la finance ?» Voilà, finance qui étant un peu le grand casino, en cela n'est pas vraiment quelque chose d'innovant, n'est pas quelque chose de créatif et d'innovant. Et en cela, il rajoute, il va même plus loin en disant « Mais regardez, les GAFAM, à part vendre de la publicité et consommer du temps de cerveau disponible, il n'y a pas grand-chose qui améliore le bien-être ou améliore l'économie en tant que telle. » C'est une réflexion quand même d'un immense bon sens, dont on a réussi à
à s'éloigner pendant longtemps et on s'en étonne. Je ne sais pas si mon résumé te satisfait, Flavie, mais Oui, voilà. en effet, c'est du bon sens et en fait, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui casse cet esprit du temps où il est impossible de remettre en cause des totems, qui sont les totems libéraux. Bon, alors pour le moment, il est entendu par de plus en plus de personnes, mais il y a toujours la partie adverse qui pour le moment, est totalement rétive à écouter ça. Mais je pense que ce sont des idées qui vont faire leur chemin. C'est inévitable dans un avenir proche, puisque de toute façon, de l'autre côté, nous, en France, on s'approche d'une faillite financière de l'État. Je pense que, d'après ce que j'ai compris, les États-Unis aussi sont très, très, très lourdement endettés. Donc, on parle d'une économie florissante et en même temps, il y a cette très, très lourde endettement. Donc, à un moment, de toute façon, même si idéologiquement, on ne veut pas s'y coller, le réel va venir cogner à la porte assez violemment. Et sur ce point, moi, j'aimerais quand même souligner quelque chose qui surprend, parce qu'en Occident, il semblerait que les seuls qui soient capables de changer légèrement de cap, enfin, dans ce cas-ci, drastiquement de cap, c'est-à-dire un peu moins vers le mur, et qui sont vraiment capables d'avoir un contre-pouvoir, parce que je suis assez étonné que Trump et ces gens-là survivent, parce que tout le pouvoir et tout l'establishment administratif de l'État, le complexe militaro-industriel, tous les gens qui ont du pouvoir d'une quelconque façon, sont liés à l'impression monétaire, sont liés à l'économie fictive, entre guillemets, si je me permets cette formule. S'ils arrivent au pouvoir, il faudra quand même admirer aux États-Unis une capacité de contre-pouvoir qui est loin d'être, qui est peut-être même unique. C'est très surprenant, personnellement. D'ailleurs, je suis plutôt inquiet dans le sens où peut-être que l'Europe aurait été bénéficiaire d'un effondrement américain. Ça, il faudra voir à l'avenir si Trump est élu, ce que ça a comme conséquence en Europe. Je pense qu'on ne va pas commenter là-dessus tout de suite. C'est vrai qu'on pouvait parier sur l'effondrement américain pour nous libérer de cette influence qui est quand même néfaste ces dernières années, depuis un certain temps pour nous, ou un changement de gouvernement et d'idéologie. Bon, ça là-dessus, mais... Après, n'oublions pas que même si Trump arrive au pouvoir, je ne suis pas du tout certain qu'il ait la capacité de changer le manche comme il le souhaite. Par contre, déjà que l'establishment républicain accepte la présence de ces deux personnes dans leur cœur, est déjà très impressionnant. Rappelons quand même que Trump a dit vouloir sortir de l'OTAN s'il était élu. Donc ça, c'est aussi un élément majeur des conséquences géopolitiques. Et moi, je n'y crois pas, par exemple. Je n'y crois pas. Avoir une Europe faible est beaucoup trop avantageux pour les Américains. Mais ça ne va pas forcément renforcer l'Europe que les États-Unis sortent de l'OTAN. Ça peut les forcer à s'organiser autrement. C'est un grand débat, mais je te propose de l'ouvrir tout à l'heure. Je voulais rajouter un élément justement sur la conversion au catholicisme de Vance. On va peut-être échelonner de façon un peu plus systématique pour garder un peu de fil rouge, sinon on va s'embrouiller. En fait, on a parlé donc de l'abandon de la perspective trop financiariste, trop techniciste des GAFA, vers un retour à la valeur travail et à la production, comme pour reprendre le mot lui-même de Case, abandonner le consommateur pour laisser place aux producteurs, et une perspective plus holistique. Oui, mais c'est là-dessus un peu que j'y viens. C'est qui va complètement à l'encontre de la vision économique actuelle. Et une des critiques, un des trucs qui est surprenant, c'est le retour à la doctrine sociale de l'Église, qui, elle, peut-être tu peux nous développer un peu ce qu'elle est, très brièvement, et donc aller vers ton point du... Non, mais justement, cette conversion au catholicisme est assez intéressante dans le sens où quand même les Américains sont protestants de nature. Et le rapport des protestants à l'argent et à la question du capitalisme est très différent de celui des catholiques. Bon, chez nous, ça fait longtemps que ça n'a plus tellement d'influence, le fait que nous soyons catholiques. On s'est très protestannisé. Mais en tout cas, c'est vrai que sa vision politique est proche de ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Alors,
sachant que la doctrine sociale de l'Église, c'est quelque chose d'un peu compliqué, on ne va pas développer tout ça ce soir, mais elle est partie d'un pape, le pape Léon XIII, vers la fin du XIXe siècle, qui était appelé le pape rouge, parce que, évidemment, l'Église était très portée par les conservateurs au XIXe siècle, et disons que la doctrine sociale se limitait un petit peu à la charité. Alors, ce pape Léon XIII faisait face à une perte de l'influence sociale de l'Église parce que l'Église était dans un refus de la modernité et de la démocratie et du libéralisme. Alors, sachant quelle est l'histoire du XIXe siècle, c'est l'histoire de libéralisme, de la démocratie et du capitalisme montant. Donc c'était un nouveau positionnement pour l'Église. Après, alors, quels sont les 5 points de la doctrine sociale de l'Église? C'est l'affirmation de la dignité de tout être humain, le bien commun, la destination universelle des biens, principe de subsidiarité, ça veut dire tout ce qui peut être fait par le plus proche et le plus petit doit être laissé par la hiérarchie supérieure, c'est-à-dire et la participation à la vie sociale. Enfin, la participation des hommes à la vie sociale est un élément très très important. Alors après, moi j'aurais tendance à dire que cette doctrine a été éventuellement un petit peu détournée par la globalisation, puisqu'il s'agit maintenant, pour le pape François, d'avoir un discours peut-être un peu édulcoré sur cette doctrine sociale. Et il s'agit juste, peut-être que tu peux me reprendre là-dessus. Peut-être ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point l'Église s'enferme, mais c'est un point auquel je voulais venir, et je suis très content que tu avances dessus. L'Église, elle, s'enferme dans le conservatisme de l'époque, qui est le progressisme, et va tout droit alors que le bateau bouge. C'est intéressant parce que ça a été le problème français. Quand les Anglais sont devenus libéraux, les Français se sont battus pour des lopins de terre pour la noblesse, alors que on installait une vision de comptoir et une économie mondiale, ce qui a été extrêmement détrimentaire à la France. L'Église a condamné le communisme sans voir que le monde changeait. On voit quand même que le monde anglo-saxon semble plus agile à évoluer selon ses propres besoins et être moins idéologue. Bon. C'est très intéressant. C'est vraiment si on va dans le détail de cette doctrine, c'est vrai qu'en 63, il s'agit de... Enfin, avant, si vous voulez, l'Église s'adressait aux chrétiens. À partir de 63, elle tient à préciser qu'elle s'adresse à tout le monde, à tous. En 61, il y a un des chapitres de cette doctrine qui s'appelle « Mater et magistrat ». L'Église est encore mère et enseignante. Elle a un statut de surplomb. Et en 65, elle devient servante du monde. Ça, c'est les termes qui sont utilisés dans ces textes. Donc, vous voyez bien que ça, c'est aussi lié à Vatican II, etc. Donc, il y a un grand changement dans le positionnement de l'Église, mais ça a aussi des conséquences, je dirais, sur une vision aujourd'hui de la globalisation et de l'économie globalisée, qui font qu'il y a une grande confusion dans le monde catholique sur beaucoup de sujets, sur le libéralisme, sur la question migratoire aussi. C'est très intéressant que tu dis ça, parce que peut-être pour une fois, je te suivrai dans une dichotomie, en fait, entre mondialiste et non mondialiste. On voit que l'Église est partie à l'échelle du monde dans une attraction chercher le chrétien. Et il semblerait, il faudra vraiment vérifier dans quelle mesure c'est vrai, que les Américains veulent atterrir. Peut-être qu'on voit, je leur souhaite, et je le souhaite au monde, qu'on voit le passage de l'impérialisme militaire mondialiste américain vers un nationalisme économique et un économisme, c'est-à-dire plutôt une perspective d'échange à la chinoise, entre guillemets. On voit en tout cas que certaines instances comme l'Union européenne et l'Église restent mondialistes, quand les Américains semblent faire un tour à 180 degrés, pour reprendre la formule. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, cette doctrine sociale, c'est comme toutes les exégèses, on peut la tirer à U et à Dia, en fait.
et en fait, politiquement, elle a été utilisée par les globalistes. Alors qu'en fait, bon, après, j'ai pas été dans le détail du texte, mais quand on parle de principe de subsidiarité, ça veut dire quand même qu'il y a un niveau local qui est très important, et au niveau de la communauté. C'est-à-dire, et le bien commun se situe, dans ce cas-là, plus au niveau de la communauté. Mais c'est vrai, quand on affirme la dignité de tout être humain, et la destination universelle, le mot universalisme aussi est quand même compliqué il peut être interprété de plusieurs